Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 30 octobre. 390e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'alourdit à 43 163 martyrs et 101 510 blessés. Les membres du Conseil de sécurité approuvent à l'unanimité le projet de communiqué de presse initié par l'Algérie pour soutenir l'UNRWA. Au Liban, de violentes frappes menées par les forces de l'entité sioniste visent Baalbek, une ville millénaire à l'est du pays, juste après une déclaration du chef du Hezbollah, Naïm Qassem, affirmant que le mouvement libanais combattait l'entité sioniste pour protéger le Liban. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune regagne Alger après une visite d'État de 3 jours au Sultanat d'Oman, sanctionné par un communiqué commun soulignant la convergence de vues sur nombre de questions internationales et la volonté des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines. Madrid annonce un deuil national de 3 jours à la suite des inondations dramatiques dans le sud-est de l'Espagne. Le bilan provisoire est passé à 72 morts, dont 70 pour la seule région de Valence. Et puis Trek Janet, le marathon se poursuit avec une 3e étape de 50 km plus physique et pas moins spectaculaire. Bonsoir à tous. Des Palestiniens sont encore domptés en martyrs en ce 390e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'est alourdi ce mercredi à 43 163 martyrs et 101 510 blessés. Au moins 102 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures dans différentes zones de l'enclave palestinienne. De nombreuses victimes sont sous les décombres et sur les routes, alors que les ambulances et les équipes de la défense civile ne peuvent pas les atteindre. Et au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés hier soir à la suite du bombardement par les forces sionistes de la ville de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, et ce après un autre massacre commis hier dans cette même ville ayant fait plus de 110 martyrs. Et l'entité sioniste enchaîne les massacres, particulièrement au nord, sur lequel elle impose un blocus total depuis maintenant 25 jours, mais aussi au centre, notamment à Deir el-Balah, où un avion plutôt de l'entité sioniste a bombardé ce matin une tente abritant des personnes déplacées. Le monde entier voit que l'armée sioniste cible les femmes, les enfants et les personnes âgées. Aujourd'hui, nous demandons au monde entier d'agir pour que cette guerre acharnée contre nous et notre peuple prenne fin. Je veux dire au monde que nous sommes un peuple sans armes qui a été déplacé 4 fois, du nord au centre jusqu'au sud. Je souhaite qu'on regarde notre situation avec compassion. Assez de morts, c'est assez. Je vous jure que nous ne pouvons plus supporter cela. Assez, assez. Je n'ai plus la force de parler. L'ONU et l'État de Palestine ont lancé un nouvel appel pour l'arrêt immédiat du génocide à Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire à l'enclave meurtrie par plus d'1 an de massacres et crimes contre l'humanité. Du haut de la tribune des Nations Unies, Riyad Mansour et Thor Wennesland ont interpellé la conscience humaine et la communauté internationale. Asma Laïli revient. Auprès de l'Organisation des Nations Unies. Par la voix de son représentant permanent auprès de l'ONU, Riyad Mansour, la Palestine a appelé hier les Nations Unies à prendre des mesures pour mettre fin aux violations de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. And save those
Sauver ceux qui peuvent encore l'être en décidant d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et en fournissant une assistance vitale et en poursuivant tous les efforts pour assurer la mise en œuvre des résolutions de ce Conseil, en mettant fin à l'impunité, en garantissant l'obligation de rendre des comptes, en mettant enfin un terme à cette terrible injustice. Faites en sorte que vos actes soient à la hauteur de vos paroles. Mettez fin à ce génocide ou restez à jamais silencieux. De son côté, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wensland, a déclaré au Conseil de sécurité que le Moyen-Orient se trouve au tournant le plus dangereux depuis des décennies, ajoutant que le niveau de destruction à Gaza défie l'imagination. Nous assistons non seulement à un horrible cauchemar humanitaire, mais aussi à l'accélération et à l'effritement rapide des perspectives de résolution durable à ce conflit. La semaine dernière, j'étais de nouveau dans la bande de Gaza et ce dont j'ai été témoin défie l'imagination. Dans la partie sud de la bande, j'ai pu constater l'ampleur de la dévastation que cette guerre a infligée à la population. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur génocide contre la bande de Gaza depuis plus d'une année par voie terrestre, maritime et aérienne, faisant 43 163 martyrs et plus de 100 000 blessés selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, tandis que des dizaines de milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres. La bande de Gaza est témoin de souffrances continues liées à la faim, à la propagation de maladies, d'épidémies et de déplacements de population. On assiste aujourd'hui à une non-assistance à un peuple en danger. Et toujours volet diplomatique, l'Algérie a condamné avec la plus grande fermeté l'adoption par l'entité sioniste de 2 lois visant à bloquer les activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international. Le ministère algérien des Affaires étrangères a souligné que cela aura des retombées humanitaires dévastatrices pour les millions de réfugiés palestiniens et qui dépendent des services de l'UNRWA, tout en réitérant le soutien de l'Algérie à l'agence onusienne. Et je vous le disais en titre, les membres du Conseil de sécurité ont approuvé à l'unanimité le projet de communiqué de presse initié par l'Algérie pour soutenir l'UNRWA et exprimer leur profonde inquiétude concernant le projet de loi adopté par le Parlement de l'entité sioniste en appelant l'occupant à se conformer à ses obligations internationales et à respecter les privilèges et immunités de l'UNRWA. L'UNRWA est irremplaçable, c'est ce qu'avait martelé auparavant le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris en Palestine, condamnant fermement la décision de l'entité sioniste de bloquer les activités de l'UNRWA. Rien qu'hier, les autorités israéliennes ont adopté 2 textes de loi dont le but est de faire cesser les activités de l'UNRWA dans le territoire palestinien occupé. L'Algérie condamne fermement cette décision et rappelle que l'UNRWA opère sous mandat de l'Assemblée générale de l'ONU, qui engage notre appui collectif et notre défense collective de l'UNRWA. L'UNRWA est irremplaçable et l'UNRWA est indispensable. Et lors de cette même réunion, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a exhorté la communauté internationale à travailler ensemble pour lancer un véritable processus de paix qui mette fin à l'occupation des terres arabes, condition sine qua non à une paix juste et durable au Moyen-Orient. À l'occupation de terres, la source des souffrances du peuple palestinien n'est pas qu'une simple crise humanitaire. C'est une crise politique, ancrée dans des décennies d'occupation, des décennies d'oppression, remontant à la Nakba. À cet égard, l'échec de la communauté internationale à faire respecter leurs droits inaliénables est venu aggraver cette tragédie. La question principale,
Le problème principal, c'est l'occupation, l'oppression. Ce n'est qu'en répondant à cette cause profonde que nous pouvons et nous pourrons espérer une paix juste et pérenne au Moyen-Orient. Travaillons ensemble pour imposer, oui, imposer, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Par ailleurs, le diplomate algérien a dénoncé les atteintes à la liberté d'expression dans les territoires palestiniens occupés, regrettant le silence de la communauté internationale face aux transgressions aussi flagrantes de l'occupant sioniste, tout en rappelant l'interdiction faite aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza depuis plus d'1 an. La puissance occupante israélienne s'efforce sans relâche de cacher ses crimes pour éviter qu'il n'y ait un contrôle. Les journalistes étrangers ont l'interdiction d'entrer à Gaza. Et cette interdiction ne concerne pas une semaine ou un mois, mais cela fait plus d'1 an. En outre, les quelques journalistes palestiniens qui restent au nord de Gaza sont dans le collimateur de l'occupation israélienne. Rien que la semaine dernière, 6 journalistes ont été accusés d'être des terroristes qui se cachaient, ce qui a justifié leur meurtre. Plus tard, c'est une politique dont on a vu qu'elle était utilisée et qui a coûté la vie à déjà 168 journalistes à Gaza. Et aujourd'hui, des dizaines de journalistes au Liban. Cette réalité cruelle a été mise à nu par le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'opinion et d'expression qui a dit, je cite, « Le ciblage des journalistes est une stratégie des autorités israéliennes pour entraver la documentation des infractions. » Fin de citation. Et aujourd'hui encore, des dizaines de colons extrémistes sionistes ont de nouveau envahi les cours de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée, escortés par des forces de l'occupation. Les colons en groupes successifs effectuaient des actes de provocation et des rituels talmudiques dans les esplanades de la mosquée sainte. Et ce 19h se poursuit, direction à présent le Liban. Les bombardements des forces de l'entité sioniste se poursuivent au Liban où au moins 5 personnes sont tombées en martyrs hier soir dans une attaque près de Saïda, la principale ville du sud du pays. Plus d'une trentaine de personnes ont été blessées lors de cette même attaque qui a également causé d'importants dégâts matériels. Et cet après-midi, de violentes frappes menées par les forces de l'entité sioniste ont visé Baalbek, une ville millénaire de l'est du Liban. Auparavant, les habitants de cette ville fuyaient en masse après un appel à évacuer lancé par les forces de l'entité sioniste disant vouloir y mener des opérations militaires. Et dans ce contexte d'agression sioniste au Liban, le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que le mouvement libanais combattait l'entité sioniste pour protéger le Liban et non en raison d'une influence étrangère.
Nous ne combattons pour le compte de personne ni pour le projet de qui que ce soit. Nous nous battons pour notre projet de protéger le Liban, notre projet est de libérer notre terre, notre projet est de soutenir nos frères en Palestine et de faire en sorte que notre pays soit indépendant. Et à cette occasion, Naim Qassem a indiqué qu'il s'engageait à poursuivre le plan de guerre de son prédécesseur, Hassan Nasrallah, assassiné le mois dernier par l'entité sioniste. Nous continuerons à mettre en œuvre le plan de guerre que Nasrallah a élaboré avec les dirigeants de la résistance et nous maintiendrons le cap de la guerre dans le cadre des orientations politiques définies. Allez, restez avec nous tout de suite. L'actualité en Afrique. Je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné ce mercredi en fin d'après-midi Alger en provenance du Sultanat d'Oman après une visite d'État de 3 jours dans ce pays. Abdelmadjid Tebboune avait effectué auparavant une visite de travail et de fraternité en Égypte. Les 2 visites du président algérien en Égypte et au Sultanat d'Oman s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de la concertation. Et cette visite au Sultanat d'Oman, cette visite de 3 jours donc, a été sanctionnée par un communiqué commun dans lequel les 2 parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat de l'agression israélienne contre les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et l'Iran, et insisté sur le droit des Palestiniens à l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds Est pour capitale, sur la base de la solution à 2 États et son adhésion aux Nations Unies. En outre, les 2 parties ont mis en avant l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs 2 pays dans les forums régionaux et internationaux, dans le cadre de leurs intérêts et renforcement de l'action arabe commune et des fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. S'agissant des consultations, des échanges de vues et de la coordination sur les développements et les questions régionales et internationales d'actualité, les 2 parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat de l'agression israélienne contre les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et l'Iran, et insisté sur le droit des frères palestiniens à l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds Est pour capitale, sur la base de la solution à 2 États et son adhésion aux Nations Unies.
Dans ce même communiqué commun, les dirigeants algériens et omanais ont souligné leur volonté de poursuivre la coopération bilatérale dans divers domaines au service des intérêts des deux pays et peuples. Les dirigeants algériens et omanais se sont félicités des démarches visant à promouvoir les relations entre les deux pays à de plus larges perspectives, saluant notamment l'initiative de la création d'un fonds d'investissement conjoint omano-algérien et souligner l'importance de renforcer les opportunités de communication et de partenariat dans le secteur privé, de relancer les échanges commerciaux et industriels et de tirer parti des marchés des deux pays et de leur position pour promouvoir les exportations. Les deux dirigeants se sont félicités par ailleurs de la signature de 8 mémorandums d'entente couvrant divers secteurs. Les deux dirigeants ont eu des discussions dans un esprit de fraternité et d'entente, soulignant leur volonté constante de poursuivre le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines au service des intérêts communs des deux pays et peuples frères, en les hissant à la hauteur des relations et liens fraternels historiques ancrés qui les unissent. Dans cette optique, les deux dirigeants ont salué l'initiative de la création d'un fonds d'investissement conjoint omano-algérien qui permettra la mise en place de partenariats et de projets communs dans les domaines des énergies renouvelables, de la pétrochimie, de l'agriculture saharienne, des technologies, du tourisme et d'autres domaines prometteurs. Et cette visite aura donc permis de tracer les contours d'une future coopération économique que les deux parties espèrent fructueuse. De nouveaux horizons sont à explorer, aussi bien par l'Algérie que par le sultanat d'Oman. Kherdin Batash. Avec l'énergie comme pierre angulaire, la pétrochimie, le tourisme, les services, l'agriculture ou encore l'ingénierie, autant de services qui ouvrent grand les perspectives d'une coopération économique fructueuse entre l'Algérie et le sultanat d'Oman. Ces perspectives viennent justement de s'enrichir d'une visite historique du président algérien Abdelmadjid Tebboune au sultanat d'Oman, portant avec lui plein d'espoir pour les communautés d'affaires respectives, désireuses avant tout d'élever le volume des échanges commerciaux. Nous avons un sentiment positif quant à la propension qu'a le président de la République à prendre en charge nos préoccupations, notamment la question des chaînes d'approvisionnement qui reste le principal obstacle car les consommateurs apprécient beaucoup nos produits et nous espérons que la question soit prise à bras le corps, notamment à travers la création de lignes aériennes pour le fret de produits agroalimentaires. L'autre préoccupation étant celle des normes dont l'absence de conformité empêche certains produits d'être commercialisés ici, mais globalement nous restons assez positifs concernant ces étapes. En 2022, par exemple, l'Algérie a importé pour environ 181 millions de dollars de produits omanais et lui en a exporté pour près de 90 millions de dollars. Les échanges commerciaux entre Oman et l'Algérie n'ont pas encore atteint leur plein potentiel et les possibilités de croissance sont fortes. Le partenariat entre le groupe omanais Souheil Bahwan et le groupe Sonatrach pour produire de l'ammoniac et de l'urée a contribué à positionner l'Algérie comme un exportateur majeur d'ammoniac. Dernièrement, Sonatrach a signé un accord avec Abraj Energy Service pour favoriser la collaboration dans le domaine du pétrole et du gaz, notamment l'échange d'expertise en matière de technologie de forage, sans oublier le développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, Oman cherche à dynamiser son secteur de la pêche, notamment ses exportations, et espère de ce fait étendre son marché en Afrique du Nord, notamment en Algérie. La nouvelle vision 2040 du sultanat en matière de développement et d'ouverture économique peut-elle de ce fait constituer une opportunité pour les entreprises algériennes désireuses avant tout de s'exporter vers d'autres horizons inconnus? Le pays offre de nombreux avantages en vue d'accroître la compétitivité des secteurs cibles comme les TIC ou les transports. La visite d'État de 3 jours effectuée par le président Tebboune au sultanat d'Oman a pour rappel été sanctionnée par un communiqué commun dans lequel il a été décidé la création d'un fonds conjoint qui permettra la mise en place de partenariats dans plusieurs secteurs. Et à noter qu'avant de quitter le sultanat d'Oman, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a visité ce mercredi à Mascate le musée national d'Oman. À cette occasion, le président algérien a écouté un exposé exhaustif sur des pans importants de l'histoire et de la civilisation d'Oman et pris connaissance au niveau du musée des souvenirs communs entre les deux pays.
Et coopération algéro-russe à présent, une délégation parlementaire russe conduite par le vice-président de la Douma de l'Assemblée fédérale de la Russie, Vladislav Davankov, a entamé ce mercredi une visite officielle de 3 jours en Algérie. La délégation russe aura des entretiens avec les présidents des 2 chambres du Parlement et des rencontres avec nombre de hauts responsables de l'État algérien. Dans l'Est de l'Afrique, au Botswana, 1 million d'électeurs ont voté ce mercredi pour élire leur futur président et parlement. Les résultats étant attendus demain soir, les électeurs étaient appelés à s'exprimer dans un système uninominal. Un tour qui requiert le plus grand nombre de sièges pour l'emporter et non 50%. Le parti avec le plus grand nombre de députés formera ainsi un gouvernement dirigé par le candidat à la présidence. Nous nous sommes inquiétés de toutes ces choses car elles mettent en cause l'intégrité du processus et montrent que nous avons affaire à une commission électorale indépendante qui aide à garantir que nous n'aurons pas d'élections libres, équitables et crédibles, mais nous faisons avec ce que nous avons. Nous avons mis en place nos propres mesures pour assurer le suivi. Nous évaluons au fur et à mesure et nous sommes certains de réussir. En tant que votant pour la première fois, je me suis sentie très heureuse car c'est la première fois que je vote. C'est pour quelque chose que je veux, quelque chose de différent et je me sens très heureuse d'avoir pris part à ce vote et je me sens très émue. Je viens tout juste de voter et je voudrais dire que c'était une belle expérience, mais il y a eu beaucoup de retard. Vous savez, nous avons passé des heures et maintenant il fait si chaud, je suis épuisé. Je pense que pour les prochaines élections, nous avons besoin d'un processus plus rapide, plus léger, afin que nous ayons fini très vite. Je vous le disais en titre, le gouvernement espagnol a annoncé un deuil national de 3 jours à la suite des inondations dramatiques dans le sud-est de l'Espagne. Le bilan provisoire est passé à 72 morts, dont 70 pour la seule région de Valence, la plus touchée. Sohila Akilal. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour tenter d'accéder à certaines régions sinistrées et venir en aide aux citoyens piégés par les crues. Il s'agit des inondations les plus meurtrières à avoir frappé l'Espagne depuis 3 décennies. Des pluies torrentielles et des tempêtes de grêle provoquées par un intense froid ont balayé le sud-est de l'Espagne. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 72 morts. La tempête Dana a semé le chaos et coupé du monde plusieurs villages et localités d'Andalousie et de Valence. Il ne s'arrête pas de pleuvoir depuis 10 heures. C'est une trombe d'eau en continu. Nous sommes coupés de toute communication, les routes sont toutes coupées, les ponts sont coupés, certains d'entre eux ont disparu. Plusieurs ravins inondés ont provoqué l'inondation de notre zone industrielle et des personnes ont été prises au piège dans les entreprises cette nuit sans qu'il soit possible de les sauver. La même chose s'est produite dans les autres villes de Valence. Dans une allocution télévisée, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est revenu sur les violentes intempéries qui ont frappé son pays, assurant que tous les moyens allaient être mis en place pour aider les personnes touchées. Notre pays a été frappé par la pire tempête de ce siècle. Des dizaines de communes ont été inondées, des routes et des autoroutes coupées, des ponts détruits par la violence des eaux. Notre priorité absolue est de vous aider. Nous allons fournir tous les moyens nécessaires aussi longtemps qu'il faudra pour que nous puissions nous remettre de cette tragédie. Nous n'allons pas vous laisser seuls. Le chef du gouvernement espagnol a par ailleurs appelé les citoyens à rester vigilants tant que le phénomène météorologique Dana n'est pas encore passé. D'ailleurs, les services d'urgence espagnols ont exhorté les citoyens à éviter tout déplacement par route et à suivre les conseils émanant des autorités. Une unité militaire spécialisée dans les opérations de sauvetage a même été déployée dans les régions dévastées.
Nous demandons aux citoyens de ne pas baisser la garde. La tempête Dana continue de faire des ravages. Nous ne pouvons pas encore considérer cet épisode dévastateur comme terminé. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une alerte orange aussi bien en Andalousie qu'à Valence. La mairie de Valence a maintenu toutes les écoles fermées ce mercredi et tous les événements sportifs ont été annulés. Plusieurs vols ont également été détournés vers d'autres villes ou carrément annulés. L'opérateur national d'infrastructures ferroviaires Adif a pour sa part suspendu la circulation des trains entre Madrid et Valence en raison des effets de la tempête sur les principaux points du réseau ferroviaire. Et face à de telles circonstances, le roi d'Espagne, Philippe, a exprimé ses condoléances et sa tristesse pour la perte de tant de vies après les inondations meurtrières qui ont frappé l'Espagne. L'essentiel est d'exprimer mes condoléances et ma tristesse pour la perte de tant de vies. Il y a également une énorme destruction des infrastructures et des biens matériels de nombreuses personnes. Il y a encore des difficultés d'accès à certaines localités, donc il n'y a pas encore d'informations complètes sur l'impact, l'étendue des dégâts et même les victimes possibles. Avec la reine, nous souhaitons évidemment exprimer nos condoléances à toutes les familles touchées qui ont perdu des êtres chers et à celles qui, dans certains cas, ne savent toujours pas ce qu'il est advenu de certains de leurs proches. Et toujours au sujet des inondations qui ont dévasté le sud-est de l'Espagne, la présidente cette fois de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que l'Union européenne était prête à aider ce pays confronté à une situation dramatique. Ce que nous voyons est dévastateur. Des villages entiers sont recouverts de boue. Des gens se réfugient dans les arbres et les voitures sont emportées par la fureur des eaux. Des dizaines de personnes sont mortes, des milliers sont déplacés. Nos pensées vont donc aux victimes, aux familles et à leurs amis. Les équipes de secours travaillent sans relâche pour sauver le plus grand nombre possible et l'Europe est prête à aider. Nous avons activé notre système satellite Copernicus pour aider à coordonner les équipes de secours et nous avons déjà proposé d'activer notre mécanisme de protection civile. Et on reste en Espagne, en Europe pour parler de cette enquête alarmante. Le thon en conserve est largement contaminé au mercure, une substance nocive pour la santé. C'est ce qu'a dénoncé l'ONG Bloom qui, avec Foodwatch, a demandé de prendre des mesures d'urgence. Bloom, une ONG de défense des océans, a sélectionné aléatoirement 148 boîtes de conserve dans 5 pays européens et les a fait tester par un laboratoire indépendant. Résultat, 100% des boîtes sont contaminées au mercure. En France, un canot crevé gisait sur une plage du Pas-de-Calais. Des migrants a été conduits dans un hall d'immeuble pour se réchauffer après le décès de l'un d'eux dans une tentative de traversée de la Manche, portant à au moins 57 le nombre de morts dans ce type de traversée en 2024. Et dans la capitale française, Paris, un rassemblement a eu lieu en hommage à l'opposant marocain Ben Barka, enlevé et disparu il y a 59 ans. Mahdi Ben Barka a été considéré comme une icône du mouvement panafricaniste et leader de l'opposition au roi Hassan II. Après des procès injouables, rassemblement organisé par la coalition marocaine. Et toujours en Europe, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a accueilli ce mercredi le président allemand Frank-Walter Steinmeier à Athènes. Les deux dirigeants ont ensuite eu des discussions lors d'un entretien en tête-à-tête.
Comme vous le savez, pour la Grèce, la question des réparations et en particulier le prêt pour l'occupation forcée, ces questions sont toujours d'actualité et nous espérons qu'à un moment donné, nous les résoudrons. Mais je voudrais insister sur le fait que votre présence en Grèce, en Crète, est un geste d'une grande importance pour nous. En Argentine à présent, une personne a été tuée, une blessée et au moins 7 autres seraient piégés sous les décombres d'un immeuble de 10 étages, apparemment en chantier non autorisé, qui s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi à Villa Gesell, station balnéaire au sud de Buenos Aires. Aux États-Unis, à présent, plus que 6 jours avant l'élection présidentielle, le sprint à la Maison-Blanche connaît désormais un regain de tension alors que les invectives fusent dans les deux sens. Le président Joe Biden et le candidat Donald Trump sont tous deux au cœur d'une polémique pour des propos injurieux. Safouane Ben Sabri. Kamala Harris, qui espérait surfer sur son meeting géant de la veille à Washington, est rattrapée mercredi par des propos de Joe Biden visant les partisans de Donald Trump à moins d'une semaine de l'élection présidentielle américaine, dont l'issue est totalement incertaine. Mardi, le président a semblé qualifier les partisans du républicain d'ordures avant de se reprendre. Dans une campagne acerbe où chaque camp tente d'exploiter les faux pas de l'autre, cette petite phrase ne fait pas les affaires de la candidate démocrate au moment où les deux candidats multiplient kilomètres et meetings dans les swing states, ces états décisifs pour la victoire. La polémique autour des propos du président américain pourrait ternir l'offensive des derniers jours de campagne de la vice-présidente, car les républicains n'ont pas perdu une minute pour muscler leurs attaques contre les démocrates. Une façon pour eux de reprendre la main alors qu'ils étaient eux-mêmes dans la tourmente après des propos racistes d'un humoriste sur la scène du Madison Square Garden dimanche, lors d'un grand rassemblement de Donald Trump. Tony Hinchcliffe a qualifié Porto Rico, territoire américain des Caraïbes, d'île flottante d'ordures, des propos dont Donald Trump s'est distancié. Il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a littéralement une île flottante d'ordures au milieu de l'océan en ce moment. Oui, je crois qu'elle s'appelle Porto Rico. Les craintes d'une répétition du chaos d'il y a 4 ans pèsent lourdement sur l'élection. Le républicain de 78 ans affirme que la Maison-Blanche lui est acquise, sauf si le camp de son adversaire truque les résultats. En mer de Chine orientale, à présent, des vagues de 5 mètres ont frappé les côtes taïwanaises ce mercredi à l'approche du typhon Kongray. Les météorologues s'attendent à ce que la tempête se renforce avant d'atteindre l'île, ce qui en ferait l'une des plus puissantes depuis des années. Les vents de Kongray sont déjà de plus de 230 km/h à l'approche de Taïwan. Nous devons remorquer le bateau, sinon quand ça va arriver, le fond de mon bateau sera emporté par le vent. D'après les bulletins météorologiques, le typhon passera près de Taitung, donc tout devrait bien se passer. Je ne pense pas qu'il causera beaucoup de dégâts. Nous avons commencé à stocker les produits de première nécessité pour le typhon à la maison. Pain, nouilles instantanées, boulettes. Nous devons bien sûr les préparer à l'avance.
Et enfin, je vous en parlais en titre, les kilomètres à pied, cela use certes les souliers, mais dans le Sahara algérien, on en prend également plein la vue. Le marathon Treg Janet s'est poursuivi à travers les dunes et les montagnes pour sa 3e journée consécutive. Alors que les coureurs se préparent pour un parcours de 50 km, l'intensité de la compétition est montée d'un cran. La concurrence est rude, chaque participant étant animé d'une volonté inébranlable de franchir cette étape exigeante. Le rythme s'annonce plus soutenu que lors des 2 premières journées où l'on testait la résistance et la détermination de chacun. Lors de ce marathon hors norme, le corps doit composer avec la chaleur extrême et les reliefs vertigineux, mais la beauté du décor vient perturber les lois de la physique. Voilà, c'est avec ces belles images que l'on se quitte. C'est la fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.